Donc maintenant, on va faire une petite présentation assez courte sur le lien entre les fonctions noyaux et les mesures de distance. Donc, on a vu une fonction noyau, d'une certaine façon, ça peut être vu comme étant une mesure de similarité. Lorsque le cas xt(x), ou du moins xy, est élevé, ça veut dire que les données sont très proches, sont très alignées. Et lorsque la valeur est près de 0, ça veut dire que c'est plus éloigné, c'est plus différent. La valeur est moins indique qu'il y a une dissimilarité. Donc, dans le fond, la fonction noyau, c'est une sorte de mesure de similarité entre deux données. Alors qu'une mesure de distance, ça peut être vu comme étant une mesure de dissimilarité. Dans le fond, si la valeur est de 0, la distance est de 0, les données sont superposées, sont pareilles. Si la distance est très grande, ça veut dire que c'est deux données qui sont très éloignées dans l'espace. Donc, c'est un peu l'inverse. Puis, il y a une relation directe entre une fonction noyau et une mesure de distance. Selon ce à quoi on travaille. Puis on peut carrément calculer une distance euclidienne dans un espace généré par un noyau. Donc, l'espace généré par le phi, on se rappelle que le noyau K est égal à phi transposé, phi x transposé, phi y. Donc, si on dit on pourrait travailler dans l'espace généré par le noyau, puis mesurer une distance euclidienne entre deux données avec cette équation-là, puis là, ça serait que la distance euclidienne au carré, le d de xy au carré, est égal à la fonction noyau k appliquée sur x et lui-même, donc le kxx, plus le kyy, moins 2 fois kxy. Donc, c'est le fun, ça veut dire qu'on peut faire une distance euclidienne dans un espace de très haute dimensionnalité sans jamais y aller, en passant par la fonction noyau qu'on a sous la main. Par exemple, si on développe ça avec un noyau de type produit scalaire, ben, le KXY est égal à X transposé Y. Donc, ça, en faisant ça ici, on arriverait à dire que la distance euclidienne au carré est égale à la distance euclidienne au carré directement de X moins Y, norme L2 au carré, qui est égale à X moins Y transposé fois X moins Y. Directement, c'est de développer la norme au carré vers ça. Puis en factorisant finalement la chose, on arrive à quelque chose comme kx transposé x, y transposé y, moins 2x transposé y. Donc ça, c'est de développer ça ici, donc de développer l'équivalent du produit des deux éléments. Puis, étant donné que kxy est égal à x transposé y, bien, directement, x transposé x, c'est kxx. Y transposé Y, c'est KYY, moins 2X transposé Y est égal à moins 2KXY. Donc, en faisant ça, on peut faire du classement par les cas plus proches voisins avec des fonctions noyaux. Donc, c'est quand même intéressant, ça s'applique directement. Donc, on peut faire du kernel k-nearest neighbors, donc du plus proche voisin à un noyau, assez directement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec une représentation en noyau, mais il y a plusieurs versions à noyau de méthodes de classement standard. Donc, on peut faire plein de variantes qui seraient basées sur l'utilisation d'un noyau. Puis là, les vecteurs de support dans notre approche, c'est comme faire une sélection de prototypes. On sélectionne les données qui sont intéressantes. On avait vu avec les cas plus proches voisins qu'on sélectionne les données avec une condensation de Hart, édition de Wilson. Bien, c'est analogique à l'idée de faire l'apprentissage de vecteurs de noyau, vecteurs de support dans les SVM. On a aussi la notion de matrice de Gram, où là, on va mesurer la similarité entre toutes les données. Donc, une matrice de Gram, c'est de dire qu'on va faire une matrice qui va être de n par n, où n est le nombre de données, où là, on va calculer la similarité entre x1 et x1, entre x2 et x1, jusqu'à xn1, puis similairement avec x1n et avec xn, xn. Donc, l'idée, c'est qu'on va mesurer la similarité entre toutes les données, puis on va mettre ça dans une matrice qu'on appelle la matrice de Gram. Puis cette matrice-là, elle est symétrique, parce que dans le fond, Kx1, x2 est équivalent à Kx2, x1, c'est la même chose. Elle a une forme similaire à une matrice de distance ou même une matrice de covariance, excepté qu'au lieu d'être d par d, elle est de n par n. Donc, il y a quand même des traitements qui sont possibles basés sur la matrice de Gram. Donc, je vous épargne le détail. À vrai dire, dans l'implémentation des SVM, comme il y a dans scikit-learn, c'est possible d'utiliser la matrice de Gram
directement pour définir un noyau maison. Fait que si vous voulez utiliser un noyau qui est maison, un noyau qui gère des chaînes de caractères ou qui gère des données hétérogènes, bien, si on définit le noyau en conséquence, ensuite, on n'a qu'à populer la matrice de Gram avec les valeurs correspondant à toutes les paires d'intérêts de notre jeu d'entraînement. On peut entraîner le SVM là-dessus. Donc, le SVM va se baser sur les valeurs qu'on trouve dans la matrice de Gram. Mais on peut aussi faire l'analyse de la matrice de Gram. On peut faire donc le traitement comme si c'était une matrice de distance ou comme si c'était une matrice de covariance. Même, il y a des méthodes basées sur le traitement de matrice de covariance utilisant des matrices de Gram. Vous allez voir ça là, vers la fin du cours. Je vais vous parler de l'analyse en composantes principales, qui est une méthode de traitement de données qui est très intéressante, qui est basée sur la décomposition de la matrice de covariance. Mais il existe des versions à noyau où là, on va utiliser la matrice de Gram au lieu de la matrice de covariance pour faire ça.